Je me tenais là, sous le ciel glacial de Boston, agrippant la petite main de ma fille Cathy. Les imposants portails en fer de la demeure des Simons scintillaient sous les lumières de Noël, avec des guirlandes de LED colorées enroulées autour du sapin massif dans la cour avant, projetant une lueur éblouissante qui semblait venir d'un monde entièrement différent. Un monde auquel je n'avais jamais vraiment appartenu. Moi, Shawn Murphy, 38 ans, n'étais qu'un docker de South Boston. Vêtements usés, bottes couvertes de boue après un service interminable. Et Cathy, ma fille de 7 ans, les yeux pétillants d'excitation, portait le manteau rouge que j'avais acheté en solde dans un magasin discount, sautillant à mes côtés. « Papa, pourquoi la maison de mamie et papy est si belle ? Est-ce que le Père Noël existe vraiment ?» demanda Cathy, sa voix claire et innocente, tirant plus fort sur ma main. J'ai souri, essayant de cacher l'amertume qui montait dans ma poitrine. Comment pouvais-je lui dire que nous n'étions pas la suite à une chaleureuse invitation, mais seulement parce que Rachel, ma femme et la mère de Cathy, avait envoyé un message laconique « Je suis retenu par un travail urgent et je ne peux pas rentrer pour Noël. Débrouille-toi. » Un travail urgent ? J'ai ravalé cette question par amour pour ma fille. Cathy n'avait que 7 ans. Elle méritait un vrai réveillon de Noël avec un sapin, des cadeaux et des rires joyeux, pas blottis dans notre minuscule appartement où le vent froid sifflait à travers les fenêtres fissurées. Alors, j'ai tenté ma chance, je l'ai fait monter dans mon vieux camion-caisse qui brinque-ballait et je suis venu ici, espérant que la famille Simons, mes beaux-parents, ne nous renverraient pas. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur l'interphone. La sonnerie a retenti, et les portails se sont lentement ouverts. Cathy a poussé un cri de joie et m'a entraîné en avant. À l'intérieur de la demeure, l'atmosphère de fête était écrasante. La fête de Noël battait son plein. Grandiose et somptueuse, avec les parents éloignés des Simons, des personnalités de l'industrie de la logistique, de riches entrepreneurs, des invités de marque et des partenaires qu'ils voulaient toujours impressionner. Des jingle bells, tonitrués depuis des haut-parleurs haut de gamme. L'odeur de viande rôtie et de vin fin emplissait l'air. La longue table de banquet était drapée d'une nappe d'un blanc immaculé chargé de mets délicats, d'Inde rôtie, pudding aux prunes et flûtes de champagne pétillant. J'ai regardé autour de moi, me sentant comme si j'étais entré dans un film hollywoodien. Tout le monde en smoking et en robe de soirée glamour, riant et discutant joyeusement. Mais au moment où nous avons franchi le seuil, tout a changé. Je l'ai senti instantanément. Des dizaines de regards se sont tournés vers nous. Surprise, curiosité et un malaise indéniable, comme si nous étions des intrus envahissant leur domaine privé. J'ai serré plus fort la main de Cathy, forçant un sourire crispé. « Papa, pourquoi tout le monde nous regarde comme ça ?» a-t-elle murmuré, sa voix tremblant légèrement. Je me suis penché et j'ai chuchoté en retour, « C'est bon, ma chérie. Ils sont juste surpris. Viens, allons trouver maman. » Et puis je me suis figé. À travers la foule, j'ai vu Rachel. Ma femme, 36 ans, debout près du bar, riant intimement avec un homme élégamment vêtu, costume noir sur mesure, cravate rouge vif, clairement un invité important de la famille Simons. Elle penchait la tête, rayonnante, tenant un verre de vin rouge, touchant légèrement son bras. À cet instant, le temps s'est arrêté. Mon cœur battait la chamade. Le sang m'est monté à la tête. Le vrai sens de son travail urgent de l'appel téléphonique est soudain devenu limpide. Pas une urgence au bureau, pas une réunion soudaine. Ce flirt, radieuse, pendant que son mari et sa fille attendaient à la maison. Une vague de trahison m'a submergé, aussi tranchante qu'un coup de couteau en plein cœur, abandonné, piétiné. J'avais travaillé jusqu'à l'épuisement toute la semaine, rentrant vidé, seulement pour entendre qu'elle était occupée, et par amour pour Cathy, j'avais pris le risque de la mener ici. Le pire, c'est que jusqu'à présent, la famille Simons n'avait pas passé un seul appel téléphonique ni envoyé la moindre invitation, comme si je n'existais pas. Douglas et Beth Simons, mes beaux-parents et propriétaires d'un immense empire logistique, ne m'avaient jamais accepté comme leur gendre. Depuis le jour où j'ai épousé Rachel, ils m'avaient vu comme une tâche, un simple docker aux origines modestes, indigne de leur précieuse fille. J'ai ravalé la rage qui montait dans ma poitrine, ne voulant pas provoquer une scène qui bouleverserait Cathy. Elle était encore innocemment excitée par les sapins scintillants et les lumières étincelantes, inconsciente de la soudaine lourdeur dans l'air. Mais alors Rachel s'est retournée. Elle a aperçu son mari et sa fille à la porte, ses yeux s'écarquillant une fraction de seconde de surprise. Pourtant, en quelques instants, son masque froid familier est revenu. L'expression que j'avais vue bien trop souvent dans notre mariage.
Elle s'est approchée rapidement, gardant ses distances, les yeux nous scrutant comme si nous n'avions pas notre place. Pas de câlin, pas de baiser, pas de chaleur. « Qu'est-ce que tu fais ici, Shaun » demanda-t-elle, la voix glaciale, assez basse pour que les autres n'entendent pas. Puis, sans attendre de réponse, elle ajouta sarcastiquement, « Quelqu'un comme toi ne devrait pas se montrer à une fête élégante comme celle-ci. J'ai peur que tu mettes la famille Simmons dans l'embarras devant les invités. » Je suis resté sans voix, ces mots me poignardant comme une lame. Elle n'a pas demandé si j'étais fatigué après mon service, si Cathy avait froid dans la nuit d'hiver. Pas une once d'inquiétude pour sa propre famille. Tout ce qui comptait, c'était les apparences devant la foule. Devant les invités de marquer les riches partenaires que la famille Simmons tenait désespérément à impressionner. Une bouffée de chaleur m'est montée au visage. Mes poings se sont serrés jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Cathy a levé les yeux vers sa mère, les yeux brillants. « Maman, tu m'as tellement manqué. Pourquoi n'es-tu pas rentrée avec papa et moi ?» Rachel a jeté un regard à sa fille, un regard fugace comme si Cathy n'était pas l'enfant qu'elle avait autrefois chéri. Puis elle s'est tournée vers moi, la voix plate et froide. « Je t'ai dit que j'étais occupée. Pourquoi l'as-tu amené ici ? Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. » J'ai serré doucement la main de Cathy, luttant pour garder ma voix stable, bien que mes lèvres tremblent d'une émotion contenue. J'ai répété, incrédule, tu as dit que tu étais occupé. Tu as dit un travail urgent. Que tu ne pouvais pas rentrer pour Noël, mais te voilà, riant, rayonnante avec cet homme là-bas. J'ai pris une inspiration. Pourquoi nous as-tu abandonnés, Rachel ? C'est le réveillon de Noël. La famille devrait être ensemble. Rachel a eu un sourire narquois, un sourire méprisant que je n'avais jamais vu auparavant. La famille ? Qu'est-ce que tu connais même de la famille, Shaun ? Elle a croisé les bras, le menton levé comme si elle s'adressait à un inférieur. Je suis ici pour le travail, pour notre avenir. Non, pour mon avenir et celui de ma famille. Quant à toi et la petite, vous pouvez vous débrouiller seul. Mon cœur s'est tordu. Cathy regardait sa mère, ses yeux innocents clignant de confusion. Rachel a secoué la tête avec exaspération. Ne fais pas de scène ici. Tu n'aurais pas dû venir. Tu n'as pas ta place, Shaun. Ces mots, prononcés juste devant notre fille, étaient si froids que j'ai senti une porte se claquer au visage. Mon cœur s'est brisé. Combien avais-je sacrifié au fil des ans, travaillant comme un forcené pour soutenir la famille, endurant le mépris de ses parents, tout cela parce que j'aimais Rachel et chérissais Cathy. Maintenant, elle se tenait là, niant tout, comme si nous étions un fardeau. J'ai ouvert la bouche, sur le point de dire quelque chose, de la questionner, de mendier une miette d'affection de la femme que j'avais autrefois profondément aimée. Mais alors, derrière moi, une voix masculine, profonde et autoritaire, a retenti, assez impérieuse pour que toute la salle s'arrête un instant. Que se passe-t-il ici ? La voix a grondé comme le tonnerre dans la nuit d'hiver. Cathy a sursauté instinctivement, agrippant ma main plus fort alors que la tension se propageait dans la pièce. Les invités se sont tournés à l'unisson, les yeux fixés sur nous. Shaun, Rachel et l'homme qui venait de parler. L'atmosphère a changé brusquement, lourde comme une tempête imminente. La musique jouait toujours, mais la conversation s'est tue, tout le monde attendant. Je me suis retourné, le cœur battant, et j'ai vu Douglas Simmons, mon beau-père, chef de l'empire logistique, le visage rouge de colère. À cet instant, j'ai su que ce réveillon de Noël n'était plus une célébration. Il était sur le point de déclencher une chaîne d'événements fatidiques que je n'aurais jamais pu imaginer. Douglas se tenait là, grand et imposant dans son costume gris argenté, une cravate rouge sang contrastant vivement avec sa chemise, les yeux flamboyants sous d'épais sourcils. C'était mon beau-père, le chef de Simmons Logistique, un immense empire du transport maritime connu de tous à Boston, avec d'énormes cargos, des contrats de plusieurs millions de dollars et une famille qui se targuait de son statut social. Mais à ce moment précis, il n'était pas l'homme d'affaires raffiné des couvertures de magazines. C'était une bête enragée, prête à déchiqueter quiconque oserait empiéter sur son territoire. Une sueur froide a coulé le long de ma colonne vertébrale. Je tenais toujours Cathy fermement alors qu'elle tremblait à mes côtés. Que se passe-t-il ici ? A beuglé Douglas, sa voix résonnant dans le grand hall et étouffant les joyeux « jingle bells » des haut-parleurs. Chaque invité, les hommes d'affaires élégants, les dames distinguées en robes scintillantes, se sont tournés brusquement, les verres de champagne figés à mi-chemin de leurs lèvres.
Il a pointé un doigt droit sur mon visage comme si j'étais un cambrioleur. Qui diable êtes-vous pour vous montrer ici? Rachel se tenait derrière moi, le visage pâle, mais elle n'a pas avancé. Elle a simplement baissé la tête, évitant le regard de son père et a marmonné, « Papa, c'est Shaun, mon mari. » Il a amené Cathy. Sa voix était à peine audible, comme si admettre mon existence était une honte. Douglas est tourné vivement vers elle, les yeux plissés de fureur. Cette fête est pour des invités importants, Rachel. Des partenaires majeurs, des VIP que nous devons impressionner. Ne laisse pas ton mari perdre du temps ou causer des ennuis à la famille Simons. Ces mots cinglaient comme un fouet. Je suis resté là, le sang me montant au visage, les oreilles bourdonnantes d'humiliation. Des invités importants. Et Cathy et moi. N'étions-nous pas de la famille? Douglas n'avait pas fini. Il s'est retourné vers moi, la voix glaciale de mépris. Un moins que rien comme toi n'a pas sa place dans un cadre élégant comme celui-ci. Regarde-toi. Un jean délavé, une veste couverte de la boue des docks. Tu penses que tu as ta place ici? C'est la demeure des Simons, pas ton chantier naval immonde. J'étais abasourdi, la douleur me parcourant l'échine comme un choc électrique. Mon cœur battait la chamade, ma gorge se serrait. J'avais toujours espéré qu'au minimum, mon beau-père me respecterait en tant que mari de sa fille, en tant que père de Cathy, sa propre petite-fille. J'avais travaillé jusqu'à l'os pour subvenir aux besoins de ma famille, enduré d'innombrables affronts, tout cela dans l'espoir d'être un jour accepté. Mais il s'est avéré que je n'étais rien de plus qu'un étranger, un moins que rien, une tâche qu'il voulait effacer. À ce moment-là, j'ai vu ma belle-mère, Beth Simons, et mon beau-frère, Eric Simons, s'approcher pour se tenir à côté de Douglas. Beth, avec ses cheveux argentés élégamment coiffés et ses bijoux en diamants scintillant sous le lustre de cristal, m'a toisé de la tête aux pieds. Son regard était pur dédain, comme si j'étais un déchet au bord de la route. Elle a parlé lentement, sa voix stridente portant à travers la foule. Oh mon Dieu, regardez-moi cette tenue. Venant d'une famille sans moyens, habillée si banalement, un manteau bon marché, des chaussures sales. Tu me fais honte devant les invités. Shaun, pourquoi ne restes-tu pas à la maison et ne laisses-tu pas Rachel divertir des gens qui comptent vraiment? Eric se tenait à côté d'elle, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. Le fils à papa gâté de la famille Simons, qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, a même levé son téléphone pour enregistrer une vidéo, traitant cela comme un divertissement de bas étage. Un docker s'incruste dans une fête de la haute société. Superbe titre. Tout le monde, regardez à quel point mon beau-frère est classe. Son rire moqueur a retenti, incitant quelques invités à proximité à étouffer des gloussements, les yeux pleins de curiosité. Des chuchotements se sont répandus dans la foule, des doigts se sont pointés. Pourquoi quelqu'un comme ça fait une scène ici? A murmuré une dame de la haute société à son ami. Certains me regardaient de haut comme si j'étais un intrus. D'autres regardaient comme si c'était une interruption amusante au milieu de la dinde rôtie et du champagne, un intermède comique. L'air s'est épaissi. Les murmures se sont propagés comme une traînée de poudre, me faisant me sentir mis à nu devant la foule. J'ai essayé de rester calme, prenant une profonde inspiration pour que ma voix ne tremble pas, monsieur, madame. Je ne voulais pas causer de problème. Je voulais juste que Cathy ait un vrai Noël en famille. Une nuit chaleureuse comme les autres enfants. Elle n'a que 7 ans. Elle a besoin de sa mère. Nous avons conduit depuis South Boston, espérant juste être ensemble. Mes mots étaient sincères, mais ils sonnaient si faibles dans cet espace opulent. Cathy m'a regardé, les yeux pleins de larmes, comme si elle sentait une partie de ma douleur. Mais Beth Simons s'est immédiatement avancée, me coupant la parole d'une voix glaciale, son regard fixé sur Cathy. Elle a scruté l'enfant de la tête aux pieds et a ricané avec mépris. Famille? Vous appelez ça une famille? Cette gamine n'est que la fille d'un travailleur manuel. Elle n'a aucune manière et n'a absolument pas sa place dans un endroit raffiné comme celui-ci. Elle a agité la main comme pour chasser quelque chose d'agaçant, son ton devenant plus vif. Ne la laissez pas salir nos sols avec ses chaussures boueuses et ses larmes de morveuse. Dehors. Ne gâchez pas le Noël de tout le monde. Ces mots m'ont poignardé comme un couteau. Cathy ne comprenait pas tout, mais elle sentait la colère de sa grand-mère et s'est rétrécie derrière moi, s'agrippant à ma jambe. Puis elle a commencé à sangloter de manière incontrôlable, ses pleurs d'enfant résonnant dans le hall silencieux,
faisant échanger quelques regards mal à l'aise à certains invités. « Papa, est-ce que mamie me déteste? Je veux rentrer à la maison. » A gémi Cathy, des larmes coulant sur ses joues roses. Mon cœur s'est brisé. Elle était innocente. Elle voulait juste un joyeux Noël. Et pourtant, elle était insultée de la sorte. À ce moment-là, le père en moi a surgi. Le sang m'est monté à la tête. Je me suis placé protecteur devant elle, la voix plus forte que d'habitude alors que je protestais. Vous n'avez pas le droit de l'insulter. Cathy est votre petite fille et elle est innocente. Comment osez-vous dire ça? Nous sommes venus ici pour la famille, pas pour être humiliés. Mes mots ont retenti, non plus retenus, provoquant encore plus d'agitation parmi les invités. Le visage de Douglas est devenu cramoisi, les yeux exorbités. De manière inattendue, Douglas a complètement perdu le contrôle. Il s'est avancé comme un animal sauvage, balançant son bras et me giflant violemment au visage devant tout le monde. Le claquement sec a réduit la fête au silence pendant plusieurs secondes. Ma joue me brûlait. Le goût métallique du sang a rempli ma bouche. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation qui me consumait l'âme. Beaucoup ont haleté d'horreur. Plusieurs dames ont couvert leur bouche. D'autres me regardaient comme si je méritais d'être puni, les yeux pleins de mépris. Eric a ri plus fort, filmant toujours. Bien joué, papa. Donne-lui une leçon. Douglas a pointé un doigt vers mon visage, rugissant comme le tonnerre. Toi et cette gamine, foutez le camp de ma maison tout de suite. Ne montrez plus jamais vos visages ici. Je n'ai pas de gendre comme toi ni de moutard comme elle. Ne rêve jamais de m'appeler papy. Ces mots ont résonné, faisant pleurer Cathy encore plus fort alors qu'elle tremblait dans mes bras. Rachel se tenait juste là, mais n'a rien dit. Elle a reculé d'un demi-pas, évitant mon regard, ne défendant ni son mari ni ne réconfortant Cathy. Tout ce qui lui importait était de sauver la face devant les invités. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, forçant des sourires gênés aux participants à proximité comme pour s'excuser de la petite perturbation. Mon cœur s'est déchiré. Ma femme, la femme que j'avais profondément aimée, se tenait maintenant là comme une étrangère, choisissant le statut plutôt que la famille. J'ai pris Cathy dans mes bras. Elle tremblait, sanglotant sur mon épaule, et je me suis tourné pour quitter la demeure. Des dizaines d'yeux ont suivi, de la pitié de quelques invités bienveillants, de l'indifférence des neutres, du mépris des parents des Simons. Je suis sorti par la porte. Le vent glacial de l'hiver m'a frappé le visage, mais ce n'était rien comparé à la douleur à l'intérieur. Derrière moi, la joyeuse musique de Noël a repris. Les rires et les conversations sont revenus progressivement comme si les blessures qui venaient d'être infligées ne signifiaient rien pour personne dans cette maison. Ils ont continué à faire la fête, à trinquer, tandis que ma fille et moi nous éloignions dans l'obscurité, le cœur brisé. J'ai porté Cathy jusqu'à mon vieux pick-up, le vent mordant de la nuit de Boston me cinglant le visage comme des lames invisibles. Elle sanglotait encore doucement dans mes bras, son petit corps tremblant, ses larmes imprégnant ma chemise. « Papa, pourquoi nous ont-ils chassés ?» Sa voix était faible et brisée, me serrant le cœur comme un étau. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je lui ai juste embrassé le front et j'ai murmuré, « Ce n'est pas ta faute, Cathy. Papa va te ramener à la maison, et nous aurons notre propre Noël, d'accord ?» Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que des mots de réconfort vides. Notre propre Noël dans notre appartement sombre sans sapin, sans cadeau, et le cœur plein de blessures. J'ai attaché Cathy dans le siège passager, j'ai drapé la vieille couverture sur elle, puis je me suis glissé derrière le volant. Le moteur a toussé et a crachoté pour démarrer, un peu comme ma vie en ce moment, usée, épuisée, mais fonctionnant toujours. Les rues de Boston scintillaient de lumière de Noël en cette nuit de fête. Des couples se promenant bras dessus bras dessous, des enfants criant joyeusement autour des sapins publics, et moi conduisant en silence, brisé seulement par le vent hurlant à travers la vitre fissurée et la respiration régulière de Cathy. Épuisée d'avoir pleuré, elle s'était endormie sur son siège, sa petite main agrippant toujours ma manche comme si elle avait peur que je disparaisse. En regardant ma fille endormie, son visage encore strié de larmes séchées, mon cœur s'est tordu d'impuissance et de culpabilité, qui m'ont submergé comme un raz-de-marée. Pourquoi l'avais-je amené là? Pourquoi avais-je pensé que la famille Simons nous accueillerait? Je m'en voulais, agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Cathy méritait une nuit joyeuse, pas de voir son père se faire gifler et chasser comme un chien errant. Dans ce moment de calme,
alors que les lampadaires défilaient devant le pare-brise comme des traînées de lumière floue, je n'ai pu empêcher mon esprit de dériver vers le passé. Les années de mariage avec Rachel et la façon dont la famille Simons m'avait toujours traité avec mépris, de notre jour de mariage jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était rien de nouveau. Ce soir, cela avait simplement explosé, la goutte d'eau finale. Je me souvenais clairement de la première fois où j'ai rencontré la famille Simons il y a 8 ans. Rachel et moi sortions ensemble depuis 1 an. Elle était belle, vibrante, travaillant dans l'entreprise de logistique de ses parents. J'étais juste un docker, mais je l'aimais sincèrement. Rachel m'a convaincu de venir dîner. Ma famille t'appréciera, Shaun. Tu es gentil et tu as bon cœur. Mais la réalité, au moment où je suis entré dans cette même demeure somptueuse, celle dont nous venions d'être chassés ce soir, j'ai senti le dédain. Douglas m'a accueilli avec une poignée de main molle, les yeux me scrutant de la tête aux pieds comme une cargaison défectueuse. « Que faites-vous dans la vie ?» a-t-il demandé, la voix plate mais dégoulinant d'arrogance. « Je suis docker, monsieur », ai-je répondu en forçant un sourire. Beth a eu un sourire narquois. « Un docker ? C'est bien. La santé physique est importante. C'est juste dommage. Le monde de ma fille n'est pas dans des endroits comme ça. » Au dîner, ils m'ont placé au bout de la table, à côté des domestiques. Tout le monde parlait d'action, de yacht, de voyage en Europe. Je suis resté assis tranquillement, essayant de me joindre à la conversation mais ignoré comme de l'air. Rachel m'a serré la main sous la table à l'époque, chuchotant des excuses. Mais c'était le début de tout. À partir de ce moment, le mépris a persisté comme une plaie purulente. Rachel évitait souvent de me présenter à ses amis ou à ses contacts professionnels. Une fois, elle a organisé une fête d'anniversaire dans un bar chic, invitant tout son cercle d'affaires. J'ai porté avec enthousiasme mon seul costume, mais quand je suis arrivé, elle m'a pris à part et a murmuré « Reste juste ici. Ne te mêle pas trop. » Mes amis, ils sont habitués à un autre genre. Tu comprends ? Comprendre ? J'ai compris que j'étais trop inférieur, un obstacle à son image. Ces moments se sont accumulés, me rendant peu sûr de moi, mais je suis resté silencieux, croyant que l'amour changerait les choses. Mes beaux-parents ne s'en sont jamais cachés. Ils ont laissé entendre à plusieurs reprises que Rachel avait fait un mariage au-dessous de sa condition, comme ce Thanksgiving 2 ans après le mariage où la famille s'est réunie. Douglas a levé son verre, regardant Rachel. « Je suis fier de toi, ma chérie, mais pourquoi n'as-tu pas choisi quelqu'un de plus approprié ? Un homme d'affaires, un avocat au lieu d'eux. » Il m'a jeté un regard, laissant la phrase en suspens alors que tout le monde gloussait. Beth a ajouté, exactement, Shaun. Tu n'es tout simplement pas à notre niveau, mais ce qui est fait est fait. Je suis resté assis là, le visage brûlant, étouffant ma dinde. Cathy n'avait que 3 ans à l'époque, riant innocemment sur mes genoux, inconsciente que son père était humilié. J'ai voulu partir, mais pour Rachel, pour notre fille, je suis resté. Puis le sommet, l'incident des économies il y a 3 ans, lorsque Simons Logistique a connu une crise. Le marché du transport maritime s'est effondré. Ils étaient noyés sous les dettes. Rachel a retiré unilatéralement la totalité de nos économies communes, environ 250 000 $. C'était de l'argent que j'avais amassé toute ma vie. Des quarts de nuit supplémentaires, économisant chaque centime de mon salaire de docker, sautant des vacances pour des heures supplémentaires. Je rêvais de l'utiliser pour une vraie maison, un meilleur avenir pour Cathy. Mais Rachel a tout vidé, le transférant à ses parents sans un mot pour moi. Quand je l'ai découvert grâce à une alerte bancaire, j'étais anéanti. Je l'ai confronté à la maison, la voix tremblante. « Rachel, qu'as-tu fait de notre argent ? » C'était nos économies communes. Elle était assise sur le canapé, sirotant du vin, me regardant calmement. Je l'ai utilisé pour sauver l'entreprise de ma famille. Mes parents étaient endettés. Sinon, ils auraient fait faillite. Tu ne comprends rien aux affaires, Shaun. Le peu que tu as économisé n'est pas grand-chose comparé aux intérêts de ma famille. Ils le rembourseront un jour. Pas grand-chose. C'était mon sang et ma sueur. J'ai crié. La famille Simons. Et notre famille ? Et Cathy ? Tu ne m'as même pas demandé. Elle a haussé les épaules. Tu penses comprendre les affaires ? C'était une chance de redresser la situation pour ma famille. Tu devrais être fier. Fier ?
Je me sentais complètement trahi, complètement rabaissé. Mais à la fin, j'ai laissé tomber. Par amour, par espoir. Malgré la douleur, j'ai tout pardonné, pensant que si j'endurais et sacrifiais, un jour je serais vraiment accepté comme un membre de la famille. J'ai continué à travailler des heures exténuantes pour soutenir la carrière de Rachel, présentant même quelques contacts des docs pour aider Simons Logistique. Je pensais que lorsqu'ils se redresseraient, ils me verraient différemment, et ils se sont redressés grâce à cet argent et à quelques gros contrats. Ils sont redevenus riches, nouvelle voiture, voyage en Europe, fêtes somptueuses. Mais je n'étais pas plus respecté. J'étais traité encore plus mal, comme si leur succès faisait de moi une honte encore plus grande. Douglas a dit un jour sans détour, maintenant que l'entreprise est stable, Rachel devrait repenser ce mariage. Tu ne fais que la tirer vers le bas. Beth m'a exclu de tous les événements importants. Mariage de famille, anniversaire d'entreprise. Shaun reste à la maison avec Cathy. Tout le monde ici est important. Rachel a complètement changé. Elle ne partageait plus les détails du travail, les projets futurs, ou quoi que ce soit sur sa famille. Le soir, elle rentrait tard, épuisée, faisant défiler son téléphone, me demandant à peine des nouvelles de moi ou de Cathy. Je suis occupé. Occupe-toi de notre fille toi-même. Je me sentais comme un pensionnaire dans ma propre maison. Une fois, j'ai rassemblé le courage pour une vraie discussion, je me suis assis à côté de Rachel. Rachel, nous devons discuter de ça. Pourquoi toi et ta famille me traitez-vous comme ça? Je suis ton mari. Elle n'a pas été en colère ni surprise. Elle a juste ri. Un rire court et sarcastique. Que veux-tu? Que je te présente à mes partenaires? Elle a penché la tête, me regardant comme une marchandise démodée. Que penses-tu qu'il dirait en sachant que j'ai épousé un docker? Tu réalises à quel point ça affecte mon image. J'étais sans voix. Rachel a croisé les bras, la voix devenant froide. Tu devrais connaître ta place, Shaun. N'essaie pas d'entrer dans des cercles auxquels tu n'appartiens pas, ma place, au bas de l'échelle, jamais assez bien. Indigne de me tenir à ses côtés. Ces mots coupaient plus profondément que n'importe quel couteau. Ils se sont accumulés au fil des ans, fissurant encore plus notre mariage déjà fragile. Mais je me suis accroché, j'ai enduré chaque blessure pour le bien de Cathy. De retour au présent, sur le camion-caisse qui brinque-ballait à toute vitesse dans la nuit, j'ai jeté un coup d'œil au siège à côté de moi où Cathy dormait. Les lampadaires vacillaient sur son petit visage, illuminant les restes de larmes séchées, me forçant à affronter une douloureuse vérité. De notre jour de mariage jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais vraiment fait partie de la famille Simons, ni pour ses parents, ni pour son frère, et le plus déchirant, même pas pour Rachel elle-même. Il me voyait comme un obstacle, quelque chose de jetable. Ce soir, avec la gifle de Douglas, avec le silence de Rachel, tout était plus clair que jamais. Je n'étais plus un mari, un père. J'étais juste un étranger. Quand nous sommes rentrés à l'appartement, j'ai porté Cathy à l'intérieur, mais pas lourd sur le vieux plancher en bois qui grinçait. La pièce était plongée dans l'obscurité, dépourvue de tout esprit de fête, juste une odeur de renfermé dans un silence de mort. Je l'ai déposée sur le lit, j'ai bien bordé la couverture chaude autour d'elle, je lui ai embrassé le front doucement et j'ai murmuré « Bonne nuit, ma petite princesse ». Cathy s'est agitée dans son sommeil, murmurant « Papa, ne laisse plus papy te frapper ». Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau. Je suis resté assis à son chevet un moment, la regardant dormir, essayant de retenir les vagues de douleur qui déferlaient sur moi sans relâche. Ma joue me brûlait encore de la gifle de Douglas, mais la blessure physique n'était rien comparée à l'humiliation et à la trahison. Rachel, ma femme, la femme que j'avais autrefois profondément aimée, avait choisi de rester là à regarder, choisi le silence, choisi un faux prestige plutôt que de protéger sa famille. Quand la maison est tombée dans un silence complet, brisé seulement par le vent hurlant à l'extérieur de la fenêtre et le tic-tac lent de l'horloge, je me suis assis seul dans le salon sombre, me tournant et me retournant dans mes pensées toute la nuit. Je n'ai pas allumé les lumières, je n'ai rien mangé ni bu, je suis juste resté assis là, passant en revue tout le mariage qui s'était écoulé. Les souvenirs sont revenus comme un vieux film délavé, flou mais douloureusement net. Nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans dans un café près des docks. Rachel était belle, confiante, avec un sourire radieux et des yeux bleus pétillants. Moi, un docker rude, j'avais dû rassembler tout mon courage pour lui offrir un café. « Tu as l'air si sincère » a-t-elle dit,
et nous avons commencé. Les premiers jours de notre relation étaient magnifiques. Promenade sur la plage, glace, rires insouciants. Je pensais être l'homme le plus chanceux du monde quand elle a accepté de m'épouser. Mais après notre simple mariage dans une petite église, tout a changé. La famille Simons s'en est mêlée, et Rachel s'est progressivement transformée en une version d'eux, arrogante, privilégiant le statut au sentiment. Je me suis souvenu de ces premières nuits de mariage où nous nous tenions encore dans les bras en dormant et où Rachel chuchotait « Je t'aime pour ta nature simple, gentille et honnête ». Mais ces mots se sont vite estompés. Elle a commencé à éviter les choses, à comparer. Pourquoi n'essaies-tu pas un travail de bureau? Rester sur les docks pour toujours. J'ai honte devant mes amis. J'ai ravalé la douleur, pensant que le temps changerait les choses. Mais non, ça n'a fait qu'empirer. Ce soir, tout a explosé et j'ai réalisé que ce mariage était fissuré depuis très longtemps. Les petites fissures s'étaient accumulées. Le mépris de sa famille, l'indifférence de Rachel, le compte d'épargne vidé. Ce soir n'était que la goutte d'eau finale qui a tout fait voler en éclats. Je ne pouvais plus continuer. J'ai décidé de tout arrêter. Divorcer. Mon cœur battait la chamade à cette pensée, une sueur froide perlant. Malgré l'hiver glacial, je savais que si je divorçais, je perdrais tout. Cet appartement loué au nom de Rachel, le peu de biens que j'avais, et peut-être même mon travail si les Simons s'en mêlaient. Mais après ce qui s'était passé, il ne me restait qu'un seul désir. Garder Cathy, elle était tout pour moi, la raison pour laquelle je vivais. Je ne pouvais pas la laisser grandir dans cet environnement plein de mépris. La lumière de l'aube a filtré à travers les rideaux, apportant le froid glacial du lendemain de Noël. Je n'avais pas dormi de la nuit, mon esprit tourbillonnant de plans vagues. Vers midi le lendemain, le bruit de clés cliquetant a retenti. Rachel est rentrée, calme comme si rien ne s'était passé la nuit précédente. Elle est entrée, portant toujours la robe de soirée glamour de la fête, les cheveux en désordre, une légère odeur de vin flottant. Aucune explication, aucun regard pour moi. Elle est allée directement à la cuisine, s'est versée de l'eau, me traitant comme si j'étais invisible. J'étais assis sur le canapé, les poings serrés jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je n'avais pas dormi de la nuit, écoutant seulement les sanglots occasionnels de Cathy depuis sa chambre. Quand Rachel est sortie de la chambre, les cheveux toujours en désordre, le visage froid, la colère que j'avais contenue a finalement explosé. « Rachel, j'ai quelque chose à te dire. » Ma voix était si basse qu'elle me semblait étrangère. Elle s'est retournée, fronçant légèrement les sourcils. « Je ne veux pas parler maintenant. Je suis épuisé. » Je me suis levé, la regardant droit dans les yeux comme une étrangère. « Je veux le divorce et je veux la garde de Cathy. » Le verre d'eau dans la main de Rachel s'est figé. Quelques gouttes se sont renversées sur le sol. Une lourde seconde de silence. Puis elle a éclaté de rire, plein de moquerie. « Divorcé? Shaun? Tu essaies de jouer les durs. Tu as perdu la tête de colère. » Elle s'est approchée, un sourire narquois sur le visage. « Sans moi et ma famille, tu n'es rien. Juste un docker qui tire le diable par la queue avec un salaire de misère. » Je n'ai rien dit. Elle a insisté, le sourire dégoulinant de sarcasme. « Tu penses qu'il te restera quelque chose en quittant la famille Simons? Pas de maison, pas d'argent, pas d'avenir, et bien sûr, aucune chance d'obtenir Cathy. Elle a besoin de vivre avec quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins, pas un travailleur manuel à vie comme toi. » Je l'ai regardée et pour la première fois, je n'ai plus vu la femme que j'avais autrefois aimée. Rachel a soudainement crié comme si sa fierté avait été touchée. « Tu veux le divorce? Très bien, mais tu partiras sans rien. Le tribunal te mettra à la rue. Tu penses que tu peux l'élever? Tu n'es qu'un parasite. » Elle a jeté le verre par terre. Il s'est brisé. Des éclats volant partout. « Tu n'es pas digne d'être mon mari. Pas digne d'être le père de Cathy. Inutile. » Elle a pointé un doigt vers mon visage, la voix stridente dans toute la pièce. « Mon avenir est dans une autre classe, Shaun. Et toi? Tu seras toujours ce rapuant des docks. Un fardeau que je porte depuis des années. » Je suis resté immobile, la laissant déverser tout le mépris accumulé de ces années. Pas de dispute, pas de réplique, juste écouter, comme si j'assistais à la rupture de la dernière corde de notre mariage. Quand elle a eu le souffle coupé à force de crier, je n'ai dit qu'une chose, claire et froide.
J'ai pris ma décision. Si tu n'es pas d'accord, on se verra au tribunal. Rachel s'est figée, le visage rouge de rage, la bouche ouverte, mais sans voix. Je me suis retourné, j'ai attrapé mon manteau et je suis sorti. La porte s'est fermée derrière moi comme un point final à une phrase. Dehors, le vent me fouettait le visage, mais ma poitrine était plus légère pour la première fois depuis des années. Bien que l'avenir soit tout noir, au moins c'était ma propre obscurité. Les jours qui ont suivi ont été un enfer. J'ai squatté chez un collègue, je me suis tué au travail pour oublier la douleur. Mais chaque nuit, je pensais à Cathy. Elle appelait en pleurant. « Papa, pourquoi n'es-tu pas à la maison ? Maman est vraiment en colère. » J'ai ravalé mes larmes, lui promettant de la voir bientôt. Quelques jours plus tard, l'audience de divorce a eu lieu, rapide et brutale comme une tempête. Le tribunal de Boston était froid, avec ses bancs en bois poli et le juge perché en hauteur. Je suis arrivé seul avec un avocat bon marché que j'avais engagé à la hâte. Rachel, elle, est entrée avec une redoutable équipe juridique, ses parents et son frère à ses côtés. Douglas et Beth Simmons étaient là, saisissant chaque occasion de m'humilier devant les avocats, le juge et le public. Ils se sont assis au premier rang, les yeux me balayant comme des ordures. L'audience a commencé et Douglas s'est levé le premier, la voix tonitruante. « Votre honneur, c'est ma fille Rachel qui devrait demander le divorce. Shawn Murphy n'est qu'une sangsue, un inutile. Aujourd'hui, nous allons lui montrer ce que quelqu'un comme lui perd quand il s'oppose à la famille Simmons. » Beth a renchéri, d'une voix stridente, il est inapte à être père, un docker. Il ne peut pas subvenir aux besoins de notre fille et de notre petite-fille. Eric a souri narquoisement derrière, chuchotant aux avocats. La foule dans la salle, journalistes, connaissances, a murmuré, et je suis resté assis là, le visage brûlant, les poings serrés jusqu'au sang. Comme ils s'en étaient vantés, avec leur pouvoir, leur argent et une équipe juridique de premier ordre, des avocats en costume impeccable avec d'épais dossiers, toute la procédure a complètement penché en faveur de Rachel. Ils ont présenté des preuves. Mon faible revenu, mon histoire de dépendance envers la famille Simmons, allant même jusqu'à ressortir l'incident des économies pour m'accuser d'incompétence financière. Mon avocat a tenté d'argumenter, mais ils l'ont submergé de preuves fabriquées et de témoins. Des amis des Simmons. Je n'ai pas pu inverser la tendance. Chaque décision a été contre moi. J'ai perdu la garde. Cathy vivrait avec sa mère, avec seulement des visites programmées. J'ai perdu l'appartement. C'était celui de Rachel. J'ai perdu la plupart de mes biens, juste quelques objets personnels que j'avais achetés, et j'ai même été accablé d'une partie des frais de justice. Des milliers de dollars que je n'avais pas. Quand l'audience s'est terminée, je suis sorti dans le froid, sentant le monde se rétrécir autour de moi. Des rafales de vent fouettaient le couloir du palais de justice, mais le froid sur ma peau n'était rien comparé au vide qui me creusait la poitrine. En quelques heures, tout ce qui avait été à moi, mariage, dignité, paternité, avait été arraché d'un coup de pouvoir et d'argent. Pas de maison où retourner. Pas de Cathy courant pour me serrer dans ses bras chaque soir. Plus rien que je puisse appeler une famille. J'ai quitté le palais de justice les mains vides, le cœur lourd comme du plomb. Si lourd que chaque pas semblait fouler mon propre échec. Mais je devais quand même continuer à marcher, car si je m'arrêtais, je m'effondrerais là, sur ces marches glacées. Après l'audience, j'ai été contraint de retourner à l'ancien appartement pour emballer mes affaires. C'était le dernier droit que le tribunal m'accordait, celui de récupérer mes objets personnels avant que Rachel ne me mette officiellement à la porte. J'ai repris mon vieux camion-caisse qui brinque-ballait, les mains tremblantes en tenant la clé. L'appartement se trouvait dans la banlieue de South Boston, l'endroit où nous avions commencé notre vie de couple pleine d'espoir. Maintenant, ce n'était plus qu'un tas de souvenirs brisés. J'ai poussé la porte et suis entré, un vide écrasant enveloppant chaque pas dans la maison qui avait autrefois contenu tant de souvenirs. L'air était lourd. L'odeur familière de café et du parfum de Rachel flottait encore, mais maintenant elle me donnait la nausée. Le salon avec le canapé usé où Cathy s'asseyait pour dessiner. La cuisine où je préparais le dîner en attendant que Rachel rentre tard. La chambre avec le lit double qui n'avait plus qu'un côté défait. J'ai regardé autour de moi, des larmes coulant sur mes joues sans que je m'en rende compte. Les photos de famille sur le mur, nous rayonnant sur la plage, Cathy toute petite dans mes bras, me coupaient comme des couteaux. Je les ai décrochés, les ai fourrés dans un sac et j'ai commencé à faire mes cartons.
Cathy était là, assise par terre, jouant avec des jouets, les yeux rouges d'avoir pleuré. Rachel se tenait les bras croisés à la porte de la cuisine, le regard froid. « Fais tes cartons rapidement. Je ne veux plus voir ton visage une seconde de plus. » Je me suis agenouillé devant ma fille, essayant de garder ma voix stable, bien que ma gorge soit nouée. « Cathy, papa doit partir pour un moment, mais je viendrai te voir, d'accord ? Sois sage pour maman. » Elle a levé les yeux, pleins de larmes. « Où vas-tu, papa ? Pourquoi ne peux-tu pas rester avec moi ? Je veux venir avec toi. » Avant de partir, je me suis penché et j'ai serré Cathy très fort dans mes bras, inhalant l'odeur de ses cheveux. La dernière chaleur avant que tout ne s'effondre. Elle sanglotait de manière incontrôlable, ses petites mains s'agrippant à ma chemise, me suppliant de venir avec moi. « Papa, ne me laisse pas. J'ai peur. » Ses pleurs résonnaient dans la pièce, me déchirant le cœur. Rachel s'est avancée, la retenant fermement, la voix glaciale. « Cathy, reste avec maman. Papa s'en va. Arrête de pleurer. » Je me suis détourné, incapable de regarder en arrière. Les gémissements de Cathy alors que je fermais la porte m'ont fendu le cœur. Chaque pas dans les escaliers était une agonie, comme si je laissais une partie de mon âme derrière moi. J'ai quitté la ville en voiture, chaque kilomètre s'étirant à l'infini. L'autoroute de Boston à Portland faisait plus de 160 km, mais pour moi, cela semblait infini. Chaque kilomètre ravivant des souvenirs. Notre jour de mariage, la naissance de Cathy, les nuits de dispute avec Rachel. À mi-chemin, je me suis arrêté et j'ai appelé l'entreprise pour démissionner. Mon patron a semblé surpris. « Shawn, tu es sûr ? Tu faisais du bon travail. » J'ai ravalé mes larmes. « Oui, monsieur. Je dois rentrer chez mes parents. Je reviendrai plus tard pour finir les formalités. » L'appel s'est terminé et j'ai continué à conduire. La radio jouait une chanson de Noël tardive, mais je l'ai éteinte. Plus de célébration, juste de la douleur et de la solitude. Je suis arrivé à Portland, une petite ville côtière du Maine où vivaient mes parents. Il était tard dans la nuit. La neige recouvrait la route familière menant à la vieille maison en bois au bord de la mer. Je me suis garé devant, suis sorti, les épaules lourdes de mon unique sac de sport. Owen et Patricia, mes parents, ont ouvert la porte, voyant leur fils debout là dans la nuit, leur visage s'illuminant d'un mélange de joie et de tristesse. Mon père, Owen, avec des cheveux blancs comme neige et une carrure solide due à des années de pêche, est sorti et m'a serré fort dans ses bras. « Tu es à la maison, mon fils. » Ma mère, Patricia, les yeux rouges, m'a fait entrer. « Entre. » Il fait un froid glacial. Personne n'a posé beaucoup de questions. Il savait d'après mon appel précédent, mais pas de questions indiscrètes, pas de reproches. Owen a allumé la cheminée. Les flammes crépitaient joyeusement. Patricia a drapé une couverture chaude sur moi. Tout s'est passé en silence. Pourtant, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une chaleur familiale authentique. Pas de mépris, pas de comparaison, juste un amour inconditionnel. Je me suis assis près du feu, tenant le thé chaud que maman avait préparé, les larmes coulant. Je suis désolé, maman et papa. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vécu avec mes parents, aidant à toutes les tâches pour me distraire de la douleur. De la réparation du toit qui fuyait, grimpant sur des échelles et clouant sous la bruine, à l'aide sur le quai local où papa avait travaillé. Je me levais tôt, tirant les filets avec des pêcheurs familiers. L'air marin s'allait chasser une partie des souvenirs de Boston. La vie à la maison manquait de confort matériel. Pas de luxe comme la demeure des Simons. Juste une simple maison en bois, des repas modestes de poissons grillés et de pain fait maison. Mais elle débordait de rire. Quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps pendant les années Simons. Papa racontait ses vieilles blagues ringardes. Maman fredonnait des berceuses. Et nous nous asseyions sur le porche à regarder la mer, parlant de tout et de rien. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément, sans cauchemar de mépris. Un soir, sous la chaude lumière jaune du salon, j'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Nous étions assis autour de la table en bois, le feu crépitant. J'ai commencé par le début. La rencontre avec Rachel, le mariage, le mépris des Simons, les économies vidées, le terrible réveillon de Noël, le procès dévastateur. Ma voix tremblait, les larmes coulaient. J'ai tout perdu, maman et papa.
J'ai perdu Cathy, j'ai tout perdu. Pas de réprimande, pas de déception, juste des encouragements. Papa m'a saisi la main. Mon fils, tu as fait de ton mieux. Nous allons surmonter ça. Maman m'a serré dans ses bras. Tu nous as encore, et Cathy reviendra. Sois fort. Leurs yeux aimants, comme quand j'étais enfant, m'ont fait sangloter, mais des larmes de soulagement. Pour la première fois, je me sentais entendu, aimé sans condition. Mais ce simple bonheur n'a pas duré longtemps. Un matin tôt, alors que le soleil se levait sur la mer, Papa Owen s'est soudainement serré la poitrine, ressentant une douleur intense. Il réparait des filets dans la cour quand il s'est plié en deux, le visage cendré, haletant. « Owen, qu'est-ce qui ne va pas ?» a crié maman en se précipitant. J'ai couru vers lui, les dents à s'allonger, le cœur battant à tout rompre. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il sifflé. Douleur à la poitrine, du mal à respirer. Nous avons appelé une ambulance et l'avons transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. En chemin, je lui ai tenu la main, priant en silence. « S'il te plaît, papa, ne nous laisse pas, maman et moi. » Le petit hôpital de Portland était en effervescence. Les médecins se pressaient. Après l'avoir stabilisé temporairement avec de l'oxygène et des médicaments, le médecin nous a appelés. Monsieur Owen a une obstruction grave de l'artère coronaire. Il a besoin d'un pontage dès que possible. Le coût de l'intervention et du traitement s'élèvera à des centaines de milliers, environ 200 000 à 300 000 $ selon les complications. Les mots du médecin ont frappé comme la foudre. Nous, une pauvre famille de pêcheurs, où pourrions-nous trouver cet argent? Maman et moi avons vidé les économies de la famille. Quelques milliers de leur compte, ce que j'avais économisé de mon ancien travail. Mais c'était une goutte d'eau dans l'océan par rapport à la demande de l'hôpital. Nous avons vendu quelques vieux objets, empruntés à des voisins, mais n'avons rassemblé que quelques dizaines de milliers. Dans la panique de signer les formulaires de consentement à l'opération, ma main tremblait si fort que j'ai dû appuyer tout mon bras sur la table pour tenir le stylo. Une pensée m'a traversé l'esprit comme une lame froide. J'ai eu un jour 250 000 $. De l'argent que j'avais économisé toute ma vie. Chaque quart de nuit supplémentaire, chaque centime économisé dans les hivers glaciales des docks. J'avais cru qu'il était toujours là pour notre famille et qu'en cas de crise, il sauverait les personnes que j'aimais. Mais maintenant, debout dans le couloir de l'hôpital, je ne tenais qu'un formulaire de consentement tremblant et une vérité brutale. Tout avait disparu de mes mains il y a longtemps. Les jours qui ont suivi ont été un enfer. Mon père était à l'hôpital, relié à des tubes respiratoires et à des machines, sa peau pâle, sa respiration courte et faible. Le médecin a secoué la tête. L'opération doit avoir lieu bientôt, sinon. Je ne pouvais pas supporter d'entendre la suite. Ma mère est restée à son chevet, lui tenant la main fermement, priant en silence. Et moi? Je faisais les 100 pas dans les couloirs, appelant tous ceux que je connaissais. De vieux amis, des collègues des docks, suppliant pour des prêts, mais ne rassemblant que quelques milliers ici et là. Désolé, Shaun. Je suis fauché aussi, disait-il. Et je comprenais. La vie à Portland était déjà dure. Tout le monde luttait. Après des jours d'inquiétude et d'impuissance face à l'état de mon père, j'ai décidé de me rendre directement à la société Simmons pour voir Rachel. J'ai conduit près de 5 heures pour retourner à Boston, le cœur lourd, m'accrochant à un mince espoir que même si Rachel avait été cruelle avec moi, elle ne serait pas indifférente à la maladie de mon père. L'autoroute s'étendait à l'infini, une légère neige tombant. Chaque kilomètre ravivait des souvenirs. La gifle du réveillon de Noël, le procès dévastateur, les pleurs de Cathy. Mon cœur battait la chamade quand Boston est apparu, les gratte-ciel imposants comme des monstres prêts à m'avaler. Je me suis garé devant le siège de Simmons Logistique, le bâtiment en verre étincelant, symbole de la richesse qui m'avait toujours exclu. Je suis entré, les vêtements usés, les cheveux en désordre après le long trajet. Le vaste hall de réception brillait, le personnel en uniforme me regardait avec méfiance. « Monsieur, avez-vous un rendez-vous » a demandé la réceptionniste. Professionnelle mais dubitative. « Je dois voir Rachel Murphy. C'est une affaire de famille urgente. » Elle a secoué la tête. « Désolé, pas de rendez-vous, pas d'entrée. Veuillez partir. » J'ai plaidé. « S'il vous plaît, appelez-la simplement. Je suis son ex-mari. »
Mais elle a appelé la sécurité et on m'a demandé de partir. Je ne pouvais pas discuter. Faire une scène n'aurait fait qu'aggraver les choses. Je suis sorti en traînant les pieds, attendant dans le hall au milieu du froid mordant de l'hiver. Le vent me fouettait le visage, la neige s'accrochant à mes épaules, mais je n'ai pas bougé. Espérer voir Rachel après le travail était mon dernier fil fragile. Je suis resté là pendant des heures, les pieds engourdis, regardant les gens aller et venir, me demandant si j'étais stupide de retourner à l'endroit qui m'avait traité comme un chien. Finalement, à l'heure de la sortie, la foule s'est déversée. J'ai plissé les yeux et j'ai repéré Rachel sortant avec un groupe de collègues, élégante et confiante dans une robe de bureau ajustée, les cheveux en chignon haut, riant vivement, complètement à l'opposé de mon état débraillé et désespéré, vieux Jean, manteau sale, visage émacié par l'inquiétude. Quand elle m'a vu, Rachel s'est arrêtée brièvement, non pas par inquiétude, mais par pure surprise que j'ose revenir. Ses yeux se sont écarquillés un instant, puis sont revenus à leur froideur familière. Ses collègues ont jeté un coup d'œil et ont chuchoté, mais elle leur a fait signe d'avancer. Je me suis approché, à l'endroit au but, la voix urgente mais stable. Rachel, mon père est gravement malade. Une obstruction coronaire sévère. Il a besoin d'une opération d'urgence. J'ai besoin des 250 000 $ que tu as pris de notre compte commun pour sauver mon père. L'expression de Rachel a changé instantanément de la surprise à la colère. Elle a croisé les bras, les yeux si froids qu'ils m'ont fait frissonner. Elle a levé un sourcil. Cet argent, je l'ai utilisé à bon escient. Ma famille. Nous sommes divorcés, tu te souviens? Ce n'est plus ton problème. Ne viens pas ici mendier. Ces mots se sont tordus comme un couteau dans ma poitrine, mais je suis resté calme. Rachel, mon père est en train de mourir. C'est le grand-père de Cathy. Tu l'as autrefois appelé ton beau-père. Je ne demande pas tout. Juste une partie, s'il te plaît. Elle a éclaté de rire, un son rauque et grinçant qui a résonné dans le hall de l'entreprise. S'il te plaît, Shaun, tu es toujours le même. Divorcé et toujours avec cette mentalité de pauvre. Toujours à mendier, toujours à compter sur les autres. Tu n'as pas honte? Elle s'est approchée, la voix plus basse, mais plus vive. Qui es-tu? Un raté fauché qui rampe du fond de la société pour me mendier. Ma famille t'a assez donné. Maintenant, dégage avant que j'appelle la sécurité pour te jeter dehors. Je suis resté là, fixant la femme que j'avais autrefois aimée et en qui j'avais confiance, maintenant une parfaite étrangère. Je n'avais plus rien à dire, seulement un silence lourd qu'elle n'a même pas pris la peine de reconnaître une seconde fois. Ces mots ont retenti au milieu de la foule sortante. Quelques personnes se sont retournées pour regarder. Une bouffée de chaleur m'est montée au visage, mais je n'ai pas discuté. Pour le bien de papa, j'ai enduré. Rachel a désigné la sécurité, leur ordonnant de m'expulser pour trouble à l'ordre public et atteinte à l'image de l'entreprise. Sécurité, sortez cet homme. Il me harcèle. 2 gardes costauds se sont approchés, les mains sur mes épaules. Monsieur, veuillez partir ou nous appellerons la police. Je savais que résister ne ferait qu'empirer les choses. Arrestation, plus d'humiliation. Je me suis éloigné en traînant les pieds au milieu des regards des étrangers, la honte recouvrant chaque pas. Chaque foulée faisait écho à l'expulsion du réveillon de Noël. Chassé comme un chien. Je suis parti sans regarder en arrière, les larmes coulant, le cœur plein de désespoir. Que arriverait-il à papa? Mon dernier espoir s'est brisé alors que je marchais sur une courte distance au milieu de la foule pressée d'après-travail. Soudain, quelqu'un a appelé mon nom à voix haute. Une voix d'homme, profonde, chaleureuse, décisive. Je me suis arrêté et me suis retourné pour voir un homme debout à quelques mètres de là. Grand, impeccablement vêtu, le comportement calme, les yeux qui semblaient tout voir. Il paraissait avoir environ 50 ans, avec des cheveux poivre et sel et des traits vifs mais pas froids. Je ne le reconnaissais pas, ne l'avais jamais rencontré, mais il me semblait vaguement familier, comme sorti d'un rêve ou d'un moment flou. Il s'est approché, souriant légèrement. Je suis Alexander Ward. Je vous ai vu à la fête de Noël ce soir-là, à la demeure des Simons. À cet instant, je me suis souvenu qu'au milieu du chaos et des insultes cruelles de ce réveillon de Noël, il y avait en effet un homme debout tranquillement dans un coin de la salle, observant tout avec des yeux pensifs et impénétrables. Il n'avait pas participé, n'avait pas ri avec les autres, il était juste là, comme un témoin silencieux. Maintenant,
cet homme se tenait devant moi, le regard calme et compréhensif, totalement différent de tous les regards méprisants que j'avais endurés de la part de la famille Simons. La foule d'après-travail se pressait toujours autour de nous, les klaxons retentissant, une légère neige poudrant ses épaules, mais il se tenait là, solide comme un roc au milieu du flot chaotique. J'ai rapidement essuyé les larmes qui persistaient sur mes joues, essayant de garder ma voix stable malgré le tumulte intérieur. « Pourquoi m'avez-vous appelé? Est-ce que je vous connais ?» Mais avant que je puisse en demander plus, l'homme a parlé directement, disant qu'il se tenait à proximité et avait été témoin de toute la conversation entre Rachel et moi quelques instants auparavant. Sa voix était profonde, chaleureuse et claire, sans hâte. Il se trouve que je n'étais pas loin. J'ai tout vu. Comment elle vous a parlé, comment vous avez retenu votre colère, ce ne sont pas mes affaires, mais ça a attiré mon attention. Il a dit qu'il m'avait suivi non pas par curiosité, mais parce qu'il avait quelque chose à me consulter, son ton calme mais lourd, comme celui de quelqu'un habitué à commander, me faisant instinctivement redresser ma posture. Me consulter? Un docker au chômage qui venait d'être humilié par son ex-femme dans la rue. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'un étranger si élégamment vêtu, dégageant une autorité dans un costume parfaitement taillé, la montre scintillant sous les lampadaires, pouvait bien avoir besoin de moi. Il avait l'air de sortir d'un film sur l'élite, pas le genre à s'arrêter pour parler à quelqu'un comme moi. Mais dans ses yeux, il n'y avait ni pitié ni mépris, seulement une rare sincérité que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'ai hésité un moment, jetant un coup d'œil à la foule indifférente, puis j'ai hoché la tête poliment. « D'accord, monsieur, mais je ne suis pas sûr de pouvoir vous aider. » Il a souri légèrement et a fait un geste. « Venez, vous avez l'air gelé. Il y a un café à proximité. » Nous sommes entrés dans un café près du bâtiment de Simons Logistique. L'arôme des grains fraîchement moulus se répandait chaleureusement, un contraste frappant avec le froid coupant de l'extérieur. L'endroit était bondé d'employés de bureaux terminant leur journée, avec le bruit des moulins à café et des conversations animées, mais nous avons trouvé un coin tranquille à l'arrière, près de la fenêtre donnant sur la rue. Je me suis assis, enroulant mes mains autour du latte-chaud qu'il m'avait offert, la chaleur s'infiltrant dans mes doigts engourdis. Pour la première fois après des heures passées dans le froid, je me sentais moins tremblant, bien que mon cœur reste lourd. Il s'est assis en face de moi, la posture détendue mais naturellement imposante. Une fois installé, l'homme a tendu la main et s'est présenté. Je suis Alexander Ward, président de Ward Global Holdings. Il l'a dit nonchalamment, comme un nom ordinaire, mais pour moi, c'était comme un coup de tonnerre. En entendant cela, je me suis figé, mon cœur battant si fort que la tasse de café a failli glisser de ma main. Ward Global Holdings. Je n'étais pas étranger à ce nom. C'était le milliardaire parfois mentionné dans les journaux financiers et les actualités économiques. Un empire diversifié sur la côte est, couvrant l'immobilier, la technologie, la logistique et les investissements, valant des milliards. Alexander Ward, le magnate respecté dans les cercles d'affaires qui était apparu sur Forbes avec des contrats massifs et une histoire de réussite partie de rien. Je pouvais à peine croire que l'homme assis calmement en face de moi, discutant comme un vieil ami, était cette figure plus grande que nature. J'avais lu des articles sur lui pendant mes pauses déjeuner sur les docks, pensant que des gens comme lui vivaient dans un monde différent, un monde où il n'y avait pas de place pour quelqu'un comme moi. « Vous êtes vraiment Alexander Ward ?» Ma voix s'est brisée d'étonnement. Il a hoché la tête en souriant. « Oui, c'est moi. Ne soyez pas si choqué, Shaun. Nous ne sommes que des êtres humains. » Je suis resté assis là, l'esprit en ébullition. Pourquoi un milliardaire comme lui s'arrêterait-il pour me parler? Après ce qui venait de se passer avec Rachel, je me sentais comme un échec absolu. Pas d'argent, pas de maison, pas d'enfants, et maintenant mon père à l'hôpital. Il était l'incarnation du succès et du pouvoir. Mais il ne m'a pas laissé m'apitoyer. Alexander m'a interrogé sur mon travail actuel, d'une voix amicale comme s'il discutait avec un père. J'ai honnêtement partagé que j'avais été docker à South Boston et que je venais de démissionner pour rentrer chez moi et m'occuper de ma famille. Maintenant, il ne me reste plus rien. Je m'inquiète juste pour mon père, ai-je dit, la voix étranglée en me souvenant de lui allongé là, entouré de machines qui bipaient. Alexander a hoché la tête attentivement, ses yeux ne montrant aucun mépris ni pitié, seulement une concentration authentique, comme si mon histoire importait autant que ses contrats de plusieurs milliards de dollars. Après quelques minutes de conversation, il m'a interrogé sur la vie à Portland, sur Cathy, dont il avait entendu parler dans la dispute avec Rachel. Alexander est allé droit au but.
Il a remué son café, le ton plus sérieux. Aujourd'hui, j'avais une réunion importante avec Simons Logistique concernant un contrat de transport majeur. De grande valeur, plus de 200 millions de dollars par an. C'est pourquoi j'étais ici. J'ai cligné des yeux, ne sachant pas pourquoi il me disait cela, à moi, un étranger. Mais il a poursuivi, cependant, lors de mes interactions avec la famille Simons, j'ai remarqué plusieurs choses qui m'ont fait reconsidérer, tant dans leur façon de gérer l'entreprise que dans leur traitement des partenaires et des employés. Ce réveillon de Noël, j'ai vu comment ils vous ont traité. Et tout à l'heure avec Rachel, ça m'a donné à réfléchir. Ils voulaient donc l'opinion de quelqu'un qui avait été étroitement impliqué avec eux pendant des années, et plus important encore, quelqu'un qu'ils venaient de piétiner sans pitié. Ces mots m'ont surpris. Je n'aurais jamais imaginé qu'un milliardaire chercherait mon conseil. Un homme sans statut ni éducation supérieure. Je n'étais qu'un docker diplômé du lycée avec des connaissances en affaires issues des journaux et de l'expérience de la vie réelle. Il avait des équipes de conseillers, d'avocats, d'experts. Pourquoi moi? Je suis resté silencieux un long moment, fixant mon café, essayant de rassembler mes pensées. La vapeur montait, floue comme mon avenir. J'ai pensé à papa à l'hôpital, à Cathy, aux années de mépris. Finalement, j'ai levé les yeux et j'ai parlé sincèrement. Monsieur Ward, je ne connais pas grand-chose au gros contrat. Je n'ai certainement pas l'expertise pour vous conseiller sur les détails dont vous discutez. Je ne suis qu'un ouvrier. Je sais comment charger des cargaisons et faire des nœuds. Mais s'il s'agit d'éthique professionnelle, de caractère humain, de la façon dont il traite les gens, alors je vous dirai tout ce que je sais pour que vous puissiez peser le pour et le contre avant de décider. Mes mots étaient simples mais sincères. Je ne voulais pas qu'ils tombent dans le piège des Simons. Des gens qui valorisaient l'argent plus que l'humanité. Alexander a écouté sérieusement, comme si cette déclaration simple était exactement ce qui l'intéressait le plus. Dans ce coin tranquille du café, j'ai commencé à raconter, depuis le tout premier jour où j'ai rencontré Rachel et la famille Simons, un clan riche qui m'a toujours regardé avec dédain. J'ai rencontré Rachel il y a 8 ans dans un café près des docks de South Boston. Elle était belle, confiante, travaillant pour la société de logistique de ses parents. Je n'étais qu'un docker à l'époque, enchaînant les quarts de nuit pour joindre les deux bouts. Nous sommes sortis ensemble et je pensais être l'homme le plus chanceux du monde quand elle a accepté de m'épouser. Mais lorsque j'ai été présenté à la famille Simons, j'ai fait une pause, déglutissant difficilement, me souvenant vivement de ce jour. La demeure somptueuse, la table de dîner élégante, Douglas et Beth me saluant avec des poignées de main froides, leurs yeux me scrutant de la tête aux pieds comme s'ils inspectaient des marchandises non conformes. Ils m'ont interrogé sur mon travail, et quand ils ont appris que j'étais docker, leurs expressions ont changé. À partir de ce moment, tout a commencé. J'ai décrit les années de mariage, les fêtes huppées où j'étais mis à l'écart, les fois où j'étais traité comme un serviteur dans leur propre cercle. À chaque réunion de famille, ils me plaçaient au bout de la table, à côté des domestiques. J'essayais de me joindre à la conversation, mais ils m'ignoraient, parlant d'action, de yachts, d'Europe, des choses dont je ne savais rien. Rachel me tenait la main sous la table au début, mais progressivement, elle a changé aussi. Elle a commencé à éviter de me présenter à ses amis, embarrassée quand je me présentais avec de vieux vêtements à des événements. Je me sentais comme un étranger, comme une décoration bon marché dans leur grande maison. J'ai parlé des Thanksgiving et des Noëls où j'étais relégué au bout de la table ou pas invité du tout, et de la façon dont la famille Simons avait toujours agi comme si ma présence à côté de Rachel était une honte. Le premier Thanksgiving, ils ont invité toute la famille élargie, mais m'ont placé séparément comme un étranger. Noël était pire. Ils ont envoyé des cadeaux pour Cathy, mais ne m'ont pas invité. Je suis resté à la maison à décorer un petit sapin, essayant de la rendre heureuse, mais mon cœur était rempli d'amertume. Alexander a écouté, murmurant parfois avec incrédulité, ses yeux s'assombrissant à mesure que je détaillais les incidents. Il n'a pas interrompu, a juste hoché la tête, prenant des notes dans un coûteux carnet en cuir. Puis j'ai raconté le récent réveillon de Noël où Cathy et moi avons été chassés de la demeure au milieu de dizaines de regards méprisants. J'ai amené Cathy parce que Rachel avait dit qu'elle était occupée par le travail, mais elle était là, riant avec des invités de marque. Ils nous ont chassés comme des chiens. Douglas m'a giflé devant tout le monde. Beth a insulté Cathy. Rachel est restée silencieuse, ne défendant ni son mari ni son enfant. Les pleurs de Cathy. Ils me hantent encore. Ma voix s'est brisée. Des larmes ont coulé.
Alexander est resté profondément silencieux, serrant sa tasse de café si fort qu'il semblait retenir sa colère. Ensuite est venu le procès de divorce injuste où le pouvoir et les avocats de la famille Simons m'ont tout enlevé. L'appartement, les biens et la garde de ma fille. Ils ont engagé les meilleurs avocats, présenté des preuves fabriquées, m'ont accusé d'incompétence. Douglas est levé et m'a humilié au tribunal. J'ai tout perdu, seulement des droits de visite selon un calendrier. Mon cœur s'est brisé en serrant Cathy dans mes bras pour lui dire au revoir. Alexander s'est exclamé, c'est épouvantable. Ils ont utilisé l'argent pour tordre la justice. Finalement, j'ai décrit la rencontre de l'après-midi même où j'ai supplié Rachel de rendre l'argent. Elle l'avait retiré unilatéralement pour renflouer sa famille, afin que je puisse sauver mon père, pour ne faire face qu'à plus d'humiliation. Mon père est gravement malade, il a besoin d'une opération. Je suis revenu demander les 250 000 $, de l'argent que j'avais économisé toute ma vie, mais Rachel a ricané. Mentalité de pauvre. Elle a appelé la sécurité pour me faire jeter dehors. Une fois de plus, je suis parti dans la honte. Tout au long, Alexander a écouté attentivement. Parfois, il murmurait avec incrédulité. À d'autres moments, il restait assis dans un profond silence, les yeux s'assombrissant comme s'il réfléchissait à quelque chose de profond. Quand j'ai fini, j'ai fait une pause, puis j'ai dit doucement, voilà tout ce que je sais, Monsieur Ward. J'espère que cela vous aidera à comprendre qui ils sont vraiment. J'ai pris une inspiration et j'ai exprimé ce que je n'avais jamais osé admettre à voix haute depuis des années. Pour eux, quiconque n'a pas de statut n'est qu'un déchet. Alexander Ward a hoché lentement la tête, ses yeux ne portant plus la distance d'un milliardaire, mais la compréhension de quelqu'un qui avait vu les coins sombres de la vie. Vous êtes courageux, Shaun, a-t-il dit. Ce que vous avez partagé aujourd'hui m'aidera à prendre la bonne décision. Avant de quitter la table, il a demandé mes coordonnées. Je pourrais avoir besoin de discuter davantage, a-t-il dit. Je lui ai donné mon numéro de téléphone, pensant que c'était juste de la politesse. Un homme comme lui n'aurait besoin de rien d'un docker comme moi. Je me suis incliné en signe de remerciement. Merci de m'avoir écouté. Vraiment, merci. Nous nous sommes serrés la main, une poignée ferme et chaleureuse pleine de sens. En quittant le café et en affrontant le vent du soir de Boston, je me sentais un peu plus léger, comme si pour la première fois depuis des années, j'avais dit la vérité que j'avais portée si longtemps. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, j'ai juste donné mon numéro et je suis retourné dans le Maine pour m'occuper de papa, oubliant complètement l'étrange rencontre avec le milliardaire. Le trajet jusqu'à Portland était interminable, j'ai roulé toute la nuit, l'esprit consumé par l'état de papa. En arrivant à la maison, maman attendait. « As-tu récupéré les économies ?» J'ai secoué la tête. « Non, maman, mais je trouverai un autre moyen. » Les jours suivants, je suis resté au chevet de papa, essuyant sa sueur, priant en silence. La rencontre avec Alexander me semblait être un rêve. Je l'avais oublié. Mais à peine 2 jours plus tard, les médias ont explosé. Ward Global Holdings a soudainement annulé un contrat de transport de plusieurs centaines de millions de dollars avec Simons Logistique. J'étais assis au chevet de papa en regardant la télévision quand les nouvelles économiques ont éclaté. Choc majeur. Ward Global met fin au contrat annuel de 200 millions de dollars avec Simons. Raison inconnue. La nouvelle a secoué l'industrie. Les titres criaient « Contrat de plusieurs millions de dollars annulé à la dernière minute ». Des experts débattaient sur CNN et Bloomberg. Les partenaires inondaient Simons d'appels. J'ai regardé en silence, abasourdi, croyant à peine qu'Alexander avait pris ma parole si au sérieux et agi de manière si décisive. Il l'a vraiment annulé, ai-je murmuré, la main tremblant sur la télécommande. L'annulation a frappé Simons Logistique immédiatement. Les partenaires ont paniqué et ont appelé. Les banques ont révisé les lignes de crédit. Les investisseurs ont exigé des explications. L'action de Simons a chuté. Les titres disaient « Simons au bord de la crise ». Douglas a tenu une conférence de presse d'urgence pour rassurer le public, mais son visage tendu à la caméra disait tout. La mâchoire serrée, les yeux rouges, la voix tremblante. Nous respectons la décision de Ward, mais nous surmonterons cela. Beth se tenait derrière lui, le visage cendré. Eric évitait les caméras. En regardant les nouvelles, je me trouvais à un carrefour émotionnel, étonné du pouvoir de mes propres mots, abasourdi d'incrédulité, ne sachant pas s'il fallait ressentir de la joie ou de la tristesse.
de la joie pour la justice. De la tristesse parce que Cathy était toujours avec eux. Dans un rare moment de ma vie, ma voix, la voix qu'ils avaient méprisée, avait ébranlé leur monde. J'ai éteint la télévision, j'ai regardé le cœur endormi de papa, en proie au tumulte. La vie est vraiment étrange. Mon père, Owen, était allongé sur le lit d'hôpital, sa peau pâle sous les dures lumières néon de l'hôpital de Portland, le moniteur cardiaque bipant régulièrement comme un rappel que le temps s'écoulait sans attendre. Ma mère était assise à côté de lui, lui tenant fermement la main, les yeux rouges de nuit blanche. Et moi? Je n'y ai pas trop réfléchi. La nouvelle de la défaillance de Simmons n'était qu'un écho lointain. La seule chose qui m'occupait l'esprit en ce moment était de trouver assez d'argent pour l'opération, car la date de l'opération d'Owen approchait à grands pas. Le médecin avait prévenu que tout retard supplémentaire pourrait être fatal. Nous avions vidé nos économies, vendu quelques vieux biens de la maison, emprunté à des voisins, mais ce n'était toujours pas suffisant. Chaque nuit, je restais éveillé à calculer chaque centime, priant pour un miracle. Mais où était le miracle? Je n'étais qu'un raté rentré à la maison les mains vides. Ces jours s'éternisaient dans une anxiété sans fin. Le petit hôpital de Portland avait de longs couloirs résonnants, remplis de l'odeur forte de désinfectants, du grincement des brancards et des sanglots étouffés des chambres voisines. Je suis resté aux côtés de papa, lui racontant de vieilles histoires de sorties de pêche d'enfance pour lui remonter le moral. Tu te souviens, papa, quand j'ai cassé la ligne et que le gros poisson s'est échappé, il a souri faiblement à travers le masque à oxygène. Bien sûr, mon fils. Tu es toujours aussi maladroit. Maman a apporté du thé chaud de la maison. Nous nous sommes assis autour du lit, essayant de garder une atmosphère chaleureuse au milieu du froid de la maladie. Mais derrière les sourires se cachait une peur lancinante. Le coup de l'opération planait comme un monstre, dévorant tout espoir. Un matin à l'hôpital, alors que je signais des papiers pour reporter l'opération faute de fonds suffisants, mon cœur a sombré au plus bas. Ma main tremblait si fort que j'ai dû appuyer tout mon bras sur la table pour stabiliser le stylo. Je signais un consentement de report, une décision semblable à une condamnation à mort suspendue. Le médecin a secoué la tête avec sympathie. Nous ferons de notre mieux, mais sans l'argent. Maman se tenait à côté de moi, les larmes coulant. Mon fils, qu'allons-nous faire maintenant? Je n'ai pas répondu, j'ai juste baissé la tête, submergé par l'impuissance. Mais alors, un membre du personnel s'est précipité de l'administration, le visage rouge d'urgence. Monsieur Murphy, attendez. La totalité de la facture de l'hôpital a été payée. Je suis resté figé, pensant avoir mal entendu, les oreilles bourdonnant dans le couloir bruyant. La facture a été payée. Quelqu'un l'a fait. Le membre du personnel a confirmé à nouveau, la voix ferme. Oui, l'hôpital a reçu le paiement intégral d'un donateur. Assez pour l'opération et les soins de suivi. L'opération aura lieu aujourd'hui. J'ai regardé Patricia, ma mère, et nous étions tous les deux sans voix, nous tenant juste la main, les larmes montant dans la confusion de ce qui se passait. Mon cœur battait à tout rompre. Le sang m'est monté à la tête. Qui a payé la facture d'hôpital de mon père, ai-je balbutié aux membres du personnel, mais elle a secoué la tête. Information confidentielle, monsieur, mais c'était un virement important d'une entreprise. Maman m'a serré dans ses bras en sanglotant. Ton père est sauvé. Dieu merci. Nous sommes restés assis là, dans le couloir de l'hôpital, nous serrant dans les bras et tremblants, le cœur débordant de gratitude mêlée de perplexité. Un miracle ou une erreur? Mais le médecin a confirmé, c'est vrai. Nous préparons la salle d'opération maintenant. Cet après-midi-là, l'opération s'est bien déroulée. Elle a duré 3 heures pendant que maman et moi faisions les 100 pas dans le couloir, priant en silence, les mains serrées jusqu'à ce que nos jointures blanchissent. Finalement, le médecin est sorti, enlevant son masque et souriant. Monsieur Owen est hors de danger. L'opération a été un succès. Il se stabilise en salle de réveil. Maman et moi nous sommes étreints et avons éclaté en larmes de soulagement, le cœur rempli de gratitude pour l'argent tombé du ciel qui avait sauvé notre famille. Nos pleurs ont résonné dans le couloir. Quelques infirmières ont souri avec sympathie. Un patient voisin a même applaudi en guise de félicitations. Maman a murmuré, grâce à Dieu. Tandis que je la tenais simplement, les larmes trempant sa chemise. Nous avons attendu devant la salle de réveil, regardant papa à travers la vitre. Il dormait paisiblement, les machines bipant toujours,
mais sonnant maintenant comme une mélodie d'espoir. Pour la première fois depuis des jours, je pouvais respirer plus facilement que jamais. Mes épaules étaient légères comme si un poids de 1000 livres avait été levé. Mais la question me hantait, qui a payé? Pourquoi? Des Cohen s'est stabilisé, respirant plus régulièrement et ouvrant les yeux avec un faible sourire. Je vais bien, mon fils. Je suis allé à l'administration de l'hôpital pour me renseigner sur le payeur. La réceptionniste a d'abord hésité, feuilletant des dossiers. Confidentiel, monsieur. Mais après avoir vérifié le système, elle a révélé que le paiement provenait d'un compte appartenant à Ward Global Holdings. J'étais abasourdi, mon cœur a sauté un battement. Ward Global Holdings, la société même d'Alexander Ward, le milliardaire que je n'avais rencontré qu'une seule fois dans ce café de Boston. Je suis resté figé dans le bureau de l'administration, m'agrippant à la table pour ne pas tomber. Monsieur Ward, il a payé pour nous. Maman m'a regardé avec inquiétude. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Sais-tu qui a payé la facture? J'ai brièvement raconté la rencontre. Elle m'a serré dans ses bras. C'est un ange. Je savais que je ne pouvais pas simplement accepter une telle dette en silence. Je lui devais des remerciements. Et plus que ça, je devais connaître la vraie raison. Pourquoi un milliardaire comme lui aiderait-il quelqu'un comme moi? Le lendemain, avec papa plus alerte, j'ai conduit de Portland au siège de Ward Global Holdings à Boston. Le long trajet s'est étiré, mais mon cœur était rempli d'espoir et de nervosité. Le gratte-ciel s'élevait dans le ciel, le vert brillant au soleil d'hiver, un symbole de pouvoir et de succès. Je suis entré, simplement vêtu, et j'ai dit à la réceptionniste, je dois voir monsieur Alexander Ward. C'est Shaun Murphy. Malgré l'absence de rendez-vous, la réceptionniste m'a conduit directement au bureau du président avec respect, comme s'il m'attendait. Monsieur Ward a donné l'instruction que si monsieur Murphy arrive, faites-le monter immédiatement. Quand je suis entré, Alexander a levé les yeux de son vaste bureau et a souri comme s'il avait su que je viendrais. Son bureau était luxueux mais sobre. Bureau en bois poli, fenêtre du sol au plafond donnant sur la ville, quelques peintures abstraites et des étagères pleines de livres d'économie. Shaun, je vous attendais. Asseyez-vous. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir souple, la voix tremblante. Monsieur Ward, je suis venu vous remercier. Vous avez sauvé mon père, mais pourquoi? Pour vous, je ne suis rien. Je l'ai remercié d'avoir sauvé mon père et j'ai demandé pourquoi il l'avait fait pour un quasi-inconnu. Alexander a souri, se penchant en arrière. Vous avez sauvé mon entreprise plus que vous ne le pensez, Shaun. Je vous dois bien plus. Il a expliqué que grâce à mon avertissement et à mon partage honnête, il avait ordonné à ses équipes juridiques et d'audit d'enquêter plus profondément sur Simmons Logistique. Après vous avoir rencontré, je ne pouvais pas l'ignorer. J'ai ordonné un examen approfondi, des rapports financiers, de vieux contrats, des entretiens anonymes avec des employés. L'enquête interne a révélé de graves méfaits chez Simmons, des états financiers falsifiés en gonflant les revenus, des contrats surévalués pour des pots de vin, une capacité opérationnelle exagérée pour tromper les partenaires. Si nous avions signé, Ward Global aurait perdu des centaines de millions, voire fait face à un scandale prolongé qui aurait pu être dévastateur. Alexander m'a regardé dans les yeux. Grâce à vous, j'ai annulé à temps, évitant une perte massive et un scandale d'entreprise dont nous ne nous serions peut-être jamais remis. Il a dit, vous avez sauvé mon entreprise plus que vous ne le savez. Je n'ai fait que le strict minimum pour vous rembourser. J'ai eu la gorge nouée, sans voix. De toute ma vie, personne n'avait jamais autant valorisé mes paroles ou mon caractère. Moi, un docker méprisé, j'avais sauvé un empire. Les larmes ont coulé. Vous êtes trop gentil. Je n'ai fait que dire la vérité. Mais Alexander n'avait pas fini. Il a dit que les frais médicaux étaient un prêt que je pourrais rembourser progressivement par le biais d'un salaire et m'a simultanément offert un poste chez Ward Global Holdings. Remboursé au fil du temps, sans intérêt, et je vous veux aux opérations avec votre expérience des docs. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans une bonne personne. J'apprécie votre honnêteté, votre responsabilité et votre caractère moral. Des qualités que je ne trouve pas chez beaucoup. J'étais si choqué que je ne pouvais pas parler. Quelques semaines auparavant, j'avais été chassé d'une fête de Noël et divorcé sans un sou. Maintenant, la vie m'ouvrait une porte que je n'avais jamais osé rêver. Je suis resté assis là, bouche bée. Comment?
Comment t'en suis-je digne? Je n'ai pas fait d'études universitaires. Je ne connais rien aux grandes entreprises. Il a souri. Les diplômes sur papier ne sont pas aussi importants que le caractère. Pensez-y, Shaun. J'ai quitté le bureau, l'esprit en ébullition, le cœur rempli de gratitude et d'espoir. Dans les jours qui ont suivi ma rencontre avec Alexander Ward, je suis retourné à Boston et j'ai loué un petit appartement près de mon nouveau lieu de travail, commençant le voyage de la reconstruction de ma vie à partir de zéro. L'appartement était en banlieue, pas luxueux comme la demeure des Simons, juste un simple 2 pièces avec une petite cuisine et un balcon donnant sur la rue. J'ai utilisé le prêt temporaire de Monsieur Ward pour la caution et j'ai acheté quelques produits de base. Un vieux lit, un bureau et un petit sapin de Noël artificiel pour me souvenir de Cathy. Mon premier jour au siège de Ward Global Holdings a été écrasant. L'environnement professionnel, discipliné et rapide était complètement à l'opposé de la vie de docker que j'avais connue. Le gratte-ciel en verre étincelant, le vaste hall avec un personnel élégamment vêtu, le cliquetis incessant des claviers et les réunions interminables sur de grands écrans. Je portais un nouveau costume bon marché, serrant mes dossiers, le cœur battant alors que la réceptionniste me conduisait au département des opérations. Mes collègues m'ont accueilli chaleureusement. Bienvenue, Shaun. Monsieur Ward nous a demandé de bien prendre soin de toi. Mais ensuite, le travail m'a frappé comme une tempête. Nouveau poste, nouveau processus, un flot de projets qui m'a submergé plus d'une fois. J'ai dû apprendre un logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement, lire des rapports financiers, me coordonner avec des équipes internationales via Zoom. Ma première erreur. J'ai mal planifié un cargo, causant un léger retard. Mon patron m'a appelé. Shaun, première fois, alors je laisse passer. Mais tu dois apprendre plus vite. J'ai fait des erreurs, suis resté tard sans fin. Certaines nuits, j'étais si épuisé que je m'endormais à mon bureau, la tête affalée sur le clavier, l'écran brillant encore de données. Ces nuits-là, les anciens docs me manquaient, le vent marin salé, les collègues blagueurs, un travail qui exigeait plus de muscles que de cerveau. Maintenant, tout exigeait précision, vitesse et réflexion stratégique. J'étais épuisé, voulant parfois démissionner. Est-ce que je peux le faire? Je ne suis qu'un docker. Mais avec une soif d'apprendre, de la persévérance et une volonté de m'améliorer, je n'ai pas abandonné. Je lisais des livres de management la nuit, demandais à mes collègues, prenais des notes sur tout. Alexander m'appelait occasionnellement à son bureau pour des conseils directs sur de petits détails. Shaun, gérer les gens, ce n'est pas donner des ordres. C'est inspirer. Lis les données comme ça. Ne vois pas seulement des chiffres, vois des tendances. Il m'a appris à voir les problèmes de manière globale, pas superficielle. Ne blâme pas le capitaine pour un navire en retard, vérifie la météo, la chaîne d'approvisionnement en amont. Grâce à ces conseils précieux, j'ai progressivement rattrapé mon retard, gérant avec succès de petits projets comme l'optimisation des itinéraires nationaux, puis des plus grands, coordonnant des expéditions internationales de plusieurs millions de dollars. Mes collègues me tapaient sur l'épaule. Tu progresses vite, Shaun. La direction a remarqué, et j'ai senti que j'avais ma place. 2 ans plus tard, d'un novice complet sans expérience, j'ai été élu par la direction et promu directeur régional des opérations, un poste que je n'avais jamais rêvé être qualifié pour. Le jour où j'ai reçu la décision, Monsieur Ward m'a appelé à son bureau et m'a serré la main. Félicitations, Shaun. Tu le mérites. Je me tenais là, dans mon costume impeccable, regardant la ville depuis l'étage élevé, les larmes coulant. De l'homme giflé à une fête de Noël, je gérais maintenant une équipe de dizaines de personnes avec un salaire 3 fois supérieur à mon ancien. Ma vie s'est améliorée de jour en jour, un revenu stable, un environnement de travail sain avec des collègues respectueux, et surtout des visites régulières avec Cathy selon le calendrier du tribunal. Chaque fois que nous nous rencontrions, Cathy me serrait fort dans ses bras, bavardant sur l'école. Je consacrais chaque instant à rattraper le temps perdu, l'emmenant dans les parcs, lui achetant des glaces, lui racontant des histoires sur ses grands-parents. Le père et la fille sont devenus plus proches que jamais après ce vieux choc. Elle grandissait, les cheveux plus longs, le sourire plus éclatant, et je me sentais à nouveau vivant à travers elle. Pendant que je stabilisais ma nouvelle vie, Simons Logistique sombrait dans l'effondrement. Les principaux partenaires, déjà ébranlés par l'annulation de Ward Global, se sont retirés un par un après avoir découvert des risques financiers. Les gros titres hurlaient. Après Ward, 3 autres partenaires majeurs annulent avec Simons pour suspicion de fraude.
plusieurs clients ont intenté des poursuites pour des rapports de transport falsifiés, des retards et des compensations opaques, faisant chuter la réputation de l'entreprise. Les banques ont resserré les lignes de crédit, exigeant des remboursements. Les investisseurs ont demandé des audits indépendants et des assemblées générales extraordinaires. Les médias ont couvert sans relâche les scandales de gestion. Simons a gonflé les rapports, a trompé les partenaires. Douglas est apparu à la télévision, émacié et tendu, essayant de rassurer, mais la voix tremblante. Nous menons un examen interne et serons totalement transparents. Mais il était trop tard. En moins de 2 ans, Simons Logistique a officiellement déclaré faillite, vendu à bas prix à un concurrent. Les gros titres montraient des images. L'empire de la logistique s'effondre. Simons liquide ses actifs. La famille Simons a été forcée de vendre la somptueuse demeure, théâtre de cette horrible fête de Noël, de liquider voitures et biens, et de déménager dans un modeste appartement loué en périphérie de Boston. Douglas, qui se pavanait autrefois fièrement lors des conférences de presse, évitait désormais les médias. Il sortait à peine de chez lui, sa réputation et sa dignité en ruine. Il a visiblement vieilli, les cheveux blancs comme neige, vivant reclus, évitant les appels. Beth est tombée en dépression, rejetée par le cercle d'élite auquel elle appartenait fièrement. Les amis se sont détournés. Les fêtes ont pris fin. Elle s'est alitée avec des sédatifs. Eric était au chômage, sombrant dans l'alcool, les bagarres dans les bars, les dettes et l'isolement social. Rachel n'a pas pu échapper au vortex. Sans emploi, la réputation détruite, les anciens admirateurs se détournant. D'une vie de luxe, elle a chuté au plus bas, luttant contre les dettes et l'humiliation. Plus rien de son ancienne arrogance. Quand j'ai appris la nouvelle par les journaux et de vieilles connaissances, je suis resté tranquillement sur le balcon de mon appartement, contemplant le ciel nocturne scintillant de Boston. En moi, il n'y avait ni jubilation, ni joie vengeresse, seulement une légère légèreté comme une brise dissipant de vieux nuages. J'ai simplement pensé, chaque action dans la vie a un prix. C'est la loi de cause à effet, et la famille Simons venait de payer le prix exact de leur cruauté et de leur arrogance. Je n'avais aucune haine. La haine ne fait que se blesser soi-même. J'étais seulement désolé pour Cathy, mais elle irait bien parce que j'étais là pour elle. Dans les années qui ont suivi, ma nouvelle vie s'est déroulée paisiblement comme une rivière calme après une tempête. Mon travail chez Ward Global Holdings était stable. En tant que directeur régional des opérations, j'étais occupé mais épanoui, gérant de grands et de petits projets, effectuant de courts voyages d'affaires et gagnant le respect de collègues, ce qui me faisait sentir que j'avais vraiment ma place. Mon père, Owen, s'est complètement remis après l'opération, retournant à ses sorties de pêche côtière à Portland. Ses cheveux blancs comme neige flottant dans le vent salé, souriant davantage et racontant de vieilles histoires lors de mes visites du week-end. Ma mère, Patricia, était joyeuse aussi, s'occupant des fleurs dans son petit jardin, m'envoyant des pâtisseries maison à Boston pour moi et Cathy. Et Cathy, elle grandissait de jour en jour sous mon amour et mes soins complets. Le soir, nous lisions des livres ensemble, faisions des sorties le week-end, et nous nous faisions des câlins serrés et chaleureux qui guérissaient progressivement de vieilles blessures. Je me souviens clairement des premiers jours où Cathy est officiellement venue vivre avec moi. Mais cela est venu plus tard. À ce stade, après 2 ans à mon nouveau poste, ma vie avait trouvé son rythme. J'ai acheté une petite maison dans la banlieue de Boston. Pas extravagante comme la demeure des Simons, mais assez confortable pour nous deux. Des chambres douillettes avec du papier peint floral que Cathy adorait. Une cuisine spacieuse pour cuisiner ses plats préférés. Spaghettis à la sauce à la viande, pancakes le week-end, et un modeste jardin avec des rosiers qu'elle a plantés elle-même. Papa, les fleurs ont éclos, criait Cathy chaque matin, courant dehors avec son petit arrosoir, les cheveux volant dans la brise. Je regardais depuis la fenêtre, le cœur rempli de paix. Mon salaire de Ward Global était stable, assez pour envoyer de l'argent à la maison pour rénover la maison de mes parents. Un nouveau toit étanche, une peinture blanche fraîche, une cuisine moderne pour maman, et une balançoire sur le porche pour que papa puisse regarder la mer. Papa appelait, « Mon fils, la maison est superbe. Amène Cathy la prochaine fois. » Maman envoyait des photos de son nouveau jardin. « Viens nous voir bientôt. » Notre vie n'était pas luxueuse. Pas de voiture de luxe, pas de fête, mais débordant de rire et de chaleur que je n'avais jamais eu dans mon ancien mariage. Le soir, Cathy et moi nous asseyions près de la cheminée. Elle parlait de l'école. Je racontais des histoires de grand-père m'apprenant à pêcher.
Plus de regards méprisants. Plus de pics sarcastiques. Juste un amour simple et sincère. Mais la vie réserve toujours des surprises. Un après-midi de week-end, alors que je préparais le dîner, les arômes de légumes sautés et de poulet grillé remplissant la cuisine, la sonnette a retenti. Le carillon sonnait inhabituel en cette fraîche journée d'automne, les feuilles dorées dérivant dans la cour. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier, je suis allé à la porte et je me suis figé en voyant Rachel sur le porche. Elle, mon ex-femme, autrefois fière et vêtue de robe glamour, avait l'air si usée que je l'ai à peine reconnue. Le visage émacié, les joues creuses, la silhouette amincie dans un vieux manteau, les yeux désespérés et rouges d'avoir pleuré. Les cheveux en désordre, plus élégamment épinglés, tenant un sac à main bon marché. « Rachel, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, surpris mais pas dur. Elle m'a regardé, la voix tremblante. « Shaun, puis-je entrer ? J'ai besoin de te parler. » J'ai hésité un moment, puis j'ai ouvert la porte plus grand, la conduisant au salon. Cathy jouait dans sa chambre. Je lui ai dit, « Ma chérie, papa parle à un visiteur un petit moment. » Rachel s'est assise sur le canapé, les mains tremblant autour du verre d'eau que je lui ai versé, puis a dit sans détour que sa famille était complètement ruinée. Mes parents sont noyés sous les dettes. Mon frère Eric est parti après d'autres problèmes financiers. Mon père, il est en faillite, Shaun. La banque a tout saisi. La demeure a été vendue. Nous louons un minuscule appartement en périphérie. Maman est gravement déprimée, hospitalisée depuis des mois. Eric, il est alcoolique, a disparu maintenant. J'ai perdu mon travail. Personne ne m'embauche à cause du scandale de l'entreprise. Ma famille n'a plus rien. Sa voix s'est brisée, des larmes coulant sur ses joues creuses. J'étais assis en face d'elle, écoutant avec un calme inhabituel. Pas de colère, pas de pitié, juste l'objectivité de quelqu'un profondément meurtri. Rachel a suffoqué une supplique pour une chance de se réconcilier, disant, pour le bien de Cathy, nous pourrions réessayer. Recommencer. Shaun, j'ai eu tort. Je sais que j'ai été cruel avec toi, mais pour Cathy, elle a besoin de ses deux parents. Nous pouvons recommencer. Je changerai. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Elle a saisi ma main, la voix suppliante, les yeux brillants de larmes. À cet instant, les souvenirs ont déferlé comme des vagues. La gifle de Douglas à la fête. Les piques venimeuses de Beth. Le silence froid de Rachel se réveillant de Noël. Les économies vidées sans un mot. Le procès où le pouvoir des Simons m'a écrasé. J'ai doucement retiré ma main, ferme mais calme. Je n'étais pas en colère, étonnamment serein, assez pour la stupéfier. J'ai retiré ma main, la voix stable et basse. Rachel, tu arrives trop tard. Pendant des années, j'ai été méprisé, vu comme un fardeau, traité comme si je ne méritais pas d'exister. Même quand mon père était en train de mourir, ta famille s'en fichait. Tu te souviens que je suis resté devant ton entreprise à te supplier de l'aider et que tu as fait appel à la sécurité pour me jeter dehors comme un chien. Rachel a tremblé, secouant légèrement la tête, les larmes coulant librement. Shaun, j'ai eu tort. Je le regrette. J'étais aveugle. Je l'ai interrompu doucement mais clairement. Je t'ai aimé un jour, Rachel. J'ai tout sacrifié pour construire cette famille. Mais tu as choisi le statut. Tu as choisi ce nom arrogant de Simons plutôt que nous. Rachel sanglotait, s'agrippant à sa manche comme pour se soutenir. Je sais. J'ai tout perdu, Shaun. Il ne me reste plus rien. Seulement notre fille. Et je veux réparer les choses. Je l'ai regardé profondément dans les yeux, ne voyant aucune trace de son ancienne fierté. Seulement les restes d'une vie brisée. Je ne te déteste pas, Rachel. La haine ne fait que me blesser davantage. Mais je ne peux pas retourner avec quelqu'un qui m'a un jour considéré comme un déchet. La confiance est morte et le mariage ne peut pas vivre sans elle. J'ai pris une lente inspiration, puis j'ai dit la chose la plus importante. Cathy a besoin d'un foyer stable, pas d'un foyer rempli de mépris et de pression. Si tu l'aimes vraiment, laisse-la rester avec moi. Je l'aimerai et prendrai soin d'elle du mieux que je peux. Rachel m'a regardé à travers ses larmes, les lèvres tremblantes. Je vais y réfléchir. S'il te plaît, ne me déteste pas, j'ai légèrement hoché la tête et j'ai ouvert la porte.
Je ne te déteste pas, mais entre nous, c'est la fin. Elle est sortie, plus petite que jamais, a jeté un dernier regard en arrière avant de descendre les marches. J'ai fermé la porte doucement mais de manière décisive, comme pour mettre fin à une vieille vie. Dehors, le vent frais d'automne bruissait sur le porche, les feuilles dorées dérivant. Je suis resté là un long moment, ressentant une paix étrange. Pas de colère, pas de regret, seulement le soulagement d'être enfin sorti de l'obscurité. Quelques jours plus tard, une légère pluie d'automne de Boston tombait comme des larmes tardives, trempant le toit et les rues humides dans une symphonie mélancolique. Je lisais dans le salon, l'arôme de café flottant de la cuisine, la pluie tapotant la fenêtre quand la sonnette a retenti. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte et je me suis figé. Cathy se tenait là avec son petit sac à dos, son imperméable trempé, tandis que Rachel restait en arrière, les yeux rouges sous la verse grise. Cathy a levé les yeux, brillant, a appelé « Papa », plein d'amour, et s'est précipitée dans mes bras, son petit corps tremblant de froid. Rachel est restée dehors, n'entrant pas, la voix faible à travers la pluie. « Shaun, je te l'amène. Je ne suis plus apte à être mère. Prends bien soin d'elle. » J'ai eu tort du début à la fin. Sans un mot de plus, elle a touché la tête de Cathy une dernière fois, m'a fait un signe de tête douloureux, puis s'est retournée et s'est éloignée, disparaissant dans la pluie grise, sa silhouette vacillant sous les lourdes gouttes. Cathy m'a serré fort dans ses bras. « Papa, maman a dit que je pouvais rester avec toi pour toujours. Je suis si heureuse. » J'ai doucement fermé la porte, réalisant que c'était la dernière fois que Rachel apparaîtrait dans nos vies. Mon cœur battait la chamade, les larmes coulaient. Non pas de tristesse, mais de joie mêlée d'émotion. Cathy était à moi pour toujours. Je l'ai tenue près de moi en murmurant « Je t'aimerai pour toujours ». À partir de ce jour, Cathy et moi avons vécu heureux et paisiblement. J'ai acheté une maison confortable juste pour nous deux. J'ai planté des parterres de fleurs devant qu'elle adorait. Des roses rouges, des marguerites jaunes, des buissons de lavande parfumés. Elle s'en occupait elle-même, arrosant chaque matin. « Papa, mes fleurs ne sont-elles pas jolies ?» Je souriais. « Les plus jolies du monde, ma chérie. » J'ai rénové la vieille maison familiale. Un nouveau toit étanche, des murs blancs frais, une cuisinière moderne pour maman, et une balançoire pour que papa puisse regarder la mer. Mon salaire de Ward Global me permettait de prendre soin de mes parents avec diligence. Des envois de fonds mensuels, des visites fréquentes. Notre vie n'était pas extravagante. Pas de yacht, pas de fête, mais débordant de rire et de chaleur que je n'avais jamais connu dans mon ancien mariage. Le soir, je cuisinais. Cathy mettait la table. Nous plaisantions sur de petites choses. Elle a grandi, a excellé à l'école, dessiné magnifiquement. Je disais fièrement à mes collègues, ma fille est une future artiste. Les week-ends libres, je l'emmenais rendre visite à ses grands-parents. Cathy courait dans la cour de la maison en bois au bord de la mer à Portland, riant, poursuivant les poules, cueillant des fleurs sauvages. Papy et mamie étaient assis sur le porche. Papa avec sa vieille canne à pêche à proximité, racontant des histoires de mer, ton père était si maladroit à l'époque. Et il cassait toujours la ligne. Mamie serrait sa petite fille dans ses bras, des tartes maison odorantes. Mon petit bébé grandit si vite. Cathy applaudissait. Papy, mamie, puis-je ramener un poussin à la maison? Je me tenais là, observant cette scène simple. La mer bleue murmurant, la brise salée, les rires résonnants, et je réfléchissais au voyage tumultueux que j'avais enduré. De ce terrible réveillon de Noël, la gifle de Douglas, la trahison de Rachel, le procès fracassant, la maladie de papa à la rencontre d'Alexander et mon nouveau travail. Ces douleurs étaient des cicatrices, me rappelant la force de la résilience. J'ai réalisé que parfois, perdre tout est la façon de trouver ce qui nous appartient vraiment. Perdre le mariage pour la paix, le statut pour le caractère, l'argent pour le véritable amour, et la leçon que je partagerai avec quiconque est dans le désespoir. Ne sous-estimez jamais la valeur de la gentillesse. L'honneur, la dignité et la décence peuvent ne pas vous rendre riche instantanément, mais ils vous mènent toujours là où vous appartenez. Je me tenais sous le vieux porche, le vent marin murmurant, Cathy courant pour me serrer les jambes. Papa, je t'aime plus que tout. Je l'ai tenu dans mes bras, contemplant le vaste océan, le cœur rempli de gratitude. La vie est belle à sa manière.